Everyone, this is the International. Bienvenue à tous. C'est la coalition internationale pour la paix. C'est la 84e rencontre de cette coalition internationale pour la paix. Je veux encourager les nouvelles personnes qui participent aujourd'hui, les autres également, mais les nouvelles particulièrement, à intervenir dans la deuxième partie de cette rencontre où il y aura une discussion ouverte. Vous pourrez parler en français, nous traduirons en direct en anglais. Nous avons créé ce forum, je veux rappeler à tout le monde, il y a 84 semaines, dans l'objectif d'unifier le mouvement pour la paix au niveau international. Et beaucoup d'entre vous savent que le mouvement pour la paix au niveau international n'a pas bien fonctionné. Les gens sont trop divisés. Il y a aussi des infiltrations de l'ennemi pour empêcher les gens de collaborer les uns avec les autres. Nous voulons des gens de la gauche, de la droite, des gens de différentes idéologies, quelles que soient les différences, pour accomplir l'objectif de la paix dans le monde, car c'est comme cela que nous y arriverons. Nous sommes donc aujourd'hui à notre 84e rencontre. Donc, nous allons avoir différents intervenants dans la première heure. Et ensuite, nous aurons une période de discussion avec avec d'autres leaders partout dans le monde et ceux qui vont parler au début et vous-même. Vous pourrez à ce moment-là parler. Vous pourrez à ce moment-là lever la main. La fonction n'est pas encore activée, mais elle le sera à ce moment-là. Donc, vous pourrez lever la main et prendre la parole. Le chat aussi n'est pas encore activé, je crois, mais il le sera dans la deuxième partie. C'est maintenant Elga Zepp-Larouche qui est la fondatrice de l'Institut Schiller et initiatrice de cette coalition internationale pour la paix qui va tout d'abord parler. Bonjour à vous tous. Je pense que vous êtes tous, vous partagez tous, vous êtes tous vous voyez tous le suspense, vous attendez de voir ce qui va se passer dans les 10 jours qui viennent. Dans 10 jours, Trump deviendra le prochain président des États-Unis. Et je pense qu'il est certain de dire que ça va affecter toutes les parties du monde. Cela affectera bien sûr la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, l'OTAN, l'Union européenne. Et si, s'il y a, si on a donc une situation euh, terrible, et Trump a parlé il dit qu'il veut intégrer le Panama, le Canada, la Groenland aux États-Unis. Cela donne un certain avant-goût du fait que ça ne sera pas une route facile. Et Scott Ritter a dit dans une interview que j'ai faite avec lui, il a dit que Trump va sans doute respecter seulement une souveraineté, celle des États-Unis. J'espère qu'il sera plus flexible, mais en tout cas, le monde entier attend de voir quels seront les changements auxquels on peut s'attendre. Un exemple, ça a été le meeting de Ramstein, le 25e de ce genre de meeting, de cette rencontre de Ramstein. Ils font des promesses. Le Pentagone a amené 5, il a promis encore 5 milliards de dollars. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer encore plus de missiles pour la défense aérienne, pour la défense des munitions terrestres, des équipements pour soutenir l'utilisation des F-16 par les Ukrainiens. L'Allemagne a dit qu'elle va jouer un grand rôle. Ce sont les mots de Pistorius. En tout cas, on avait le sens d'un au revoir, d'une fin. Trump, pendant ce temps, est revenu de sa promesse de revenir du conflit en Ukraine en un jour. Il a dit que peut-être ça nécessitera un an, 6 mois. Et, et l'envoi de Trump en Ukraine a redit qu'à la lumière du nombre de morts, des pertes. On peut penser aujourd'hui, on dit qu'il y a 1 million d'Ukrainiens aujourd'hui seraient morts. Et donc, il a dit que cette guerre devait s'arrêter. Il est clair que les néocons sont là pour mettre le plus de pression possible sur Trump. Euh, et, et donc, ils disent que Poutine ne va pas s'arrêter. Il veut toute l'Ukraine. Il ne pourra pas être satisfait dans son appétit. Et donc, ce discours
n'est pas basé sur quelque fait que ce soit, mais il est répété aussi par Austin, qui a parlé à Rammstein. Il a dit que Poutine veut prendre le contrôle de toute l'Ukraine et qu'il va aller attaquer d'autres pays européens après cela. Je veux vous lire cette citation parce que vraiment, ça vaut le coup. Et, et donc, ça vous donne un sens. Et le protocole conclut que la démocratie, les démocrates perdent leur nerf. On va voir plus d'agression, plus de chaos, plus de guerre. Et c'était le même jour où les États-Unis ont annoncé qu'ils vont rester en Syrie. Donc, bien sûr, la situation au Moyen-Orient est terrible, est absolue, c'est une horreur absolue. Nous allons entendre parler de cela par les docteurs. En même temps, il est clair que Israël veut faire la même opération qu'il fait à Gaza, de la faire dans la Cisjordanie. Un ministre Katz a eu un meeting avec les forces armées israéliennes et leur a dit de se préparer à une mobilisation totale de guerre en Cisjordanie, soi-disant une campagne antiterroriste de grande ampleur. Et Haaretz a dénoncé cela, a dit que cette opération est censée faire en Cisjordanie ce qui a été fait à Gaza. Et les rapports ont été que l'armée israélienne ont tué des terroristes et c'était des enfants dont l'un avait 8 ans, l'autre à peu près 8 ans. Donc, donc Haaretz dit il y a de plus en plus de pogroms et de lynchages pour en virer les Palestiniens de la Cisjordanie. Et j'ai trouvé que c'était très parlant, fort qu'ils aient parlé de pogrom pour cela. Et significatif pour en plus voilà, que des Israéliens, ce journal israélien ait dit ça. Donc la question c'est qu'est-ce que Trump va faire? On peut juste espérer qu'il essaiera et qu'il va essayer de contenir donc ce qui se passe. Et je ne me trouve pas dans une position je ne peux pas dire si cela va aller dans un sens ou dans l'autre. S'il y a de l'espoir, j'espère que Scott Ritter a tort de ce côté-là, mais je ne peux pas dire. Et ce n'est pas beaucoup les Palestiniens et beaucoup de leurs supporters, donc leurs supporters au niveau international, n'ont pas l'intention de laisser faire cela. Il y a un rapport de Newsweek, je crois, qui, qui, on ne sait pas si c'est vraiment la vérité, mais donc Newsweek, en effet, rapporte que il y a une liste, une soi-disant liste, Kash Patel, qui est censé être le nouveau directeur du FBI. Il a devenir le nouveau directeur, qu'il serait contre des gens du Deep State et qu'il voudrait me faire des procédures judiciaires contre des gens du Deep State, John Bolton, James Clapper, Hillary Clinton, James Comey, Kamala Harris, Gina Haspel, Fiona Hill, Robert Mueller, John Podesta, Samantha Powell, Susan Rice, Jake Sullivan, Alexander Windman, Christopher Wray, et, et, et il y en a d'autres encore que je n'ai pas tous cités. 80 noms sont cités, si j'ai bien compris, et, et on va voir donc ce qui se passe. Et peut-être que cette machine qui a été responsable de toutes ces choses terribles, peut-être qu'ils peuvent la faire dérailler. Mais bon, c'est en question. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que quoi qu'il arrive à court terme, ce que nous avons dit pendant toute la période où la coalition pour la paix s'est réunie, depuis qu'elle se réunit, le danger d'une guerre globale est très grande, que ce soit au Moyen-Orient, euh, que ce soit euh, en Europe, en Ukraine. Et donc la situation également au Moyen-Orient. Donc, et donc, toute cette situation, ces crises peuvent
terribles peuvent devenir si on élimine, et à s'arrêter si on élimine les causes de la guerre. Et il y a bien sûr des différences historiques spécifiques à chaque région, mais la vraie raison pour le danger de guerre, c'est le changement systémique que les pays de la majorité globale veulent faire, la réaction qu'ils ont à la politique du Nord global. Ils regardent la politique du Nord global comme étant injuste, et donc ils essayent de bâtir un nouvel ordre économique mondial. Et il y a un effort de l'ancien système pour empêcher cela d'arriver. Et le fait aussi que le système financier du monde transatlantique est, est prêt à exploser à tout moment. Et en répétant ce qui s'est passé en 2008 à un niveau beaucoup plus grand. Et donc, je peux vous donner beaucoup d'autres raisons, mais je pense fondamentalement que l'on ne peut pas résoudre un problème dans chaque situation particulière séparément, mais nous devons mettre l'ensemble du monde dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau système où la confrontation est remplacée par la coopération, et où nous avons les pays, où nous faisons en sorte que les pays d'Europe et des États-Unis coopèrent avec les pays des BRICS et que l'on trouve une façon de faire face aux nécessités de la pauvreté, du sous-développement qui existe dans le monde, d'amener l'humanité à une ère complètement nouvelle de son histoire. Et c'est ce qui devrait arriver, c'est ce qu'il faut qu'il arrive cette année, quelles que soient les situations chaotiques qui puissent arriver à un moment de l'arrivée de Trump. Et donc il faut aller vers un nouveau paradigme où l'humanité devienne finalement enfin humaine. Merci, Elga. Donc maintenant, nous allons entendre le lieutenant-colonel Ralph Bossard, un lieutenant-colonel à la retraite de l'armée suisse. Il est consultant en affaires militaro-stratégiques et il était responsable de la planification de la mission spéciale de surveillance de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, SMM, en 2014. Et vous avez sans doute un pédigré beaucoup plus grand de ce que vous avez fait. Nous ne pouvons pas tout dire ici. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, c'est le lieutenant-colonel Ralph Bossard qui parle à présent. Merci beaucoup. Donc, vous avez encore rappelé à quel point je suis vieux. En tout cas, Donald Trump va prendre son bureau, va devenir président dans une atmosphère très difficile. Et ce n'est pas seulement sa responsabilité, et il y a aussi d'autres puissances des États-Unis qui sont responsables. Mais, mais pour dire franchement, les États-Unis portent une bonne responsabilité de cette atmosphère difficile dans le monde actuellement. On peut le voir particulièrement avec l'exemple de l'Iran. Et l'Iran, en 2003, était prêt, et donc il y avait l'idée d'empêcher d'utiliser des armes de destruction massive. La décision avait été faite en Europe, en Occident, de s'attaquer à ça, alors qu'en fait, ils n'avaient pas d'armes nucléaires. Les gens qui prennent les décisions à Téhéran on pensait qu'ils pouvaient être attaqués à tout moment pour l'accusation d'avoir des armes de destruction massive, alors même qu'ils n'en avaient pas. Ils ont donc décidé de les avoir. On ne peut pas de développer en tout cas les capacités futures de les avoir. On ne peut pas les accuser de cela vu les attaques que l'on fait contre eux. Et il ne peut pas y avoir entre les États-Unis et quiconque d'autre. Et on ne peut pas renoncer
à renoncer aux armes de destruction massive s'il n'y a pas de défense, si on n'est pas défendu contre une agression extérieure. Donc, beaucoup de gouvernements dans le monde ont, ont cette crainte. Et les facilités, et là où sont les armes, les centres de recherche et les réacteurs nucléaires iraniens, ils peuvent être détruits uniquement par une attaque, par une bombe nucléaire. Les Iraniens ont montré qu'ils sont bien capables, tout à fait capables d'attaquer des cibles en Israël et, et donc qu'ils peuvent traverser les systèmes de défense aérienne israélienne. Et il n'y aura pas de solution unilatérale à ce conflit, comme pour beaucoup de conflits. Et pour ce qui est des Israéliens, Trump a été limité dans sa liberté d'action. Nous nous souvenons tous, probablement, l'apparition de Netanyahou, où il était aux Nations Unies, où il a eu une ovation, et l'administration Biden le soutient. S'il n'est pas clair de est-ce que Trump veut l'empêcher de continuer dans ce qu'il fait ou est-ce qu'il va arrêter cela sera une question très intéressante, très importante à l'avenir. Et en tout cas, l'image des États-Unis dépendra beaucoup de ce qu'il va faire et ce qu'il va faire en sorte d'empêcher, d'arrêter ce génocide. Il y a encore quelques mois pour dénoncer le génocide, dénoncer l'administration Biden pour le génocide à Gaza, mais ça ne va pas. Après, il sera aussi de sa responsabilité s'il ne fait rien. Et la Turquie a prouvé plusieurs fois qu'elle est capable de faire ça, de défendre ses propres intérêts. L'administration Trump, moi maintenant, tout faire tout ce qu'elle peut pour empêcher, éviter une confrontation pour éviter une confrontation entre la Turquie et Israël à- s- par rapport à la guerre en Ukraine. Tout ce qu'il doit faire, c'est se référer à l'administration, à la réponse de l'administration Biden à l'initiative russe par rapport à 2021 par rapport aux demandes de sécurité de la part de la Russie qui ont été refusées par l'administration Biden. Et le Kremlin attend de voir ce que va faire l'administration, la nouvelle administration. Est-ce qu'elle va changer son attitude? Et Trump doit, doit, doit suivre ce que El Gazette Larouche a dit et l'opinion des pays européens est assez mauvaise envers Trump par rapport au territoire européen. Il, il demande des investissements militaires de la part des pays européens. La guerre en Ukraine a montré que la Russie est parfaitement capable de faire face aux attaques américaines et qu'elle n'est pas affaiblie facilement militairement par les sanctions. Vladimir Zelensky pourrait avoir promis à Biden peut-être que Biden a utilisé l'inexpérience de Zelensky pour profiter de cela et le pousser à aller au feu, aller à la guerre, à faire des choses impossibles, à se battre, à aller au front, alors qu'ils n'ont pas la capacité de gagner. Et les Ukrainiens, sans soutien américain, pourraient rapidement faire face encore plus durement à la force russe. Et la faiblesse du chancelier euh, Scholz a été utilisée par les États-Unis pour la destruction du pipeline Nord Stream. Et on l'a vu
quand quand Biden avait dit devant une conférence de presse, à la fin d'une conférence de presse avec Scholz, que les États-Unis avaient les moyens de détruire euh, le pipeline s'il y avait une invasion russe de l'Ukraine, de détruire Nord Stream. Le Sud global a aussi réalisé qu'il est possible de résister militairement à l'Occident. Il voit que la Russie réussit à résister. Cela demandera du temps pour développer la capacité. Le problème le plus urgent pour Trump à ce moment, c'est le danger de la dédollarisation de l'économie globale, particulièrement de la part des pays des BRICS. Le Sud global n'est, va pas forcément, va être en difficulté pour résister à la pression de l'administration Trump. Et donc, le Sud global va être testé dans sa capacité à résister. Il travaille à cela par rapport au programme de Global Strike de Trump. Il y a, et donc, il y a une volonté de domination américaine au niveau international. Il y a les brigades de missiles stratégiques et qui et donc comment les pays vont se défendre dans le futur contre des interventions extérieures. Il y a la Multi-Domain Task Force. Et C'est En tout cas, je pense que Trump doit décider maintenant quel problème auquel il veut s'attaquer et quel conflit il veut éviter. Certains, il doit décider dans lesquels il veut être impliqué. Je pense que c'est sa vision des armes stratégiques en Allemagne par rapport à est-ce qu'il va continuer dans la décision d'avoir des armes nucléaires en Allemagne, nouvelle. Et par rapport à l'Ukraine, ça va être décisif. Donc, dans les 2 à 3 mois, nous allons pouvoir voir, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être faites. Nous pourrons alors vous faire des observations de quel sera le futur du mandat de Donald Trump, bien plus que ce que nous pouvons savoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre approche, votre analyse importante sur la situation, étant donné aussi que vous arrivez d'un point de vue européen, vous voyez les choses d'un point de vue européen, nous amener cette vision-là, c'est très important. Nous allons maintenant continuer. Je- donc, nous allons avoir le professeur Glenn Deason qui va sans doute continuer sur certaines choses que vous avez dit. Donc, c'est maintenant à lui de parler. Il est aussi auteur de nombreux livres. Il a, il a donné un sens, il donne un sens de ce qui va arriver. Merci beaucoup, professeur Deason, d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je vais me concentrer sur l'architecture sécuritaire plus vaste qui nous a amenés à ces guerres destructrices et à ce génocide désormais, couplé avec une guerre directe contre la Russie et puis la possibilité pour Trump de renverser la vapeur. Beaucoup de ce que nous avons aujourd'hui est le résultat de la tentative de l'Ouest d'obtenir l'hégémonie mondiale
peut-être qu'on pourrait dire pour élever les valeurs occidentales. Je peux dire, de mon point de vue, c'est une tentative qui a échoué. Et je peux faire référence à Raymond Aron, qui écrivait dans les années 60 que la diplomatie idéaliste se tourne dans le sens de, de l'exagération et il y a la punition de ce qu'ils veulent, ce qui accentue ces crimes. L'argument principal en faveur de l'unipolarité, comme on peut le voir au Moyen-Orient et ailleurs, c'est le centre du pouvoir où on peut parler de élever les valeurs occidentales centrales. Si les États sont représentés sur une pied d'égalité, on n'aura pas cette tendance. C'est pour ça que dans les années 90, beaucoup ont parlé, ont plaidé en faveur d'une minorité. Et c'est pour cela que nous avons rejeté une architecture européenne commune, par exemple. L'objectif était de surmonter le pouvoir unilatéral et ce que je dis sont des institutions multilatérales sont peut-être plus éclairées que d'autres, mais nous avons ici un retour à la géopolitique, mais à ce moment-là, ce serait en faveur du bien et c'est pour avancer les valeurs libérales occidentales, il fallait aussi des outils agressifs pour créer un monde où les valeurs libérales démocratiques prévalent. Et ces valeurs peuvent aussi devenir un instrument pour légitimer le pouvoir unilatéral où on impose, par exemple, en Ukraine, un certain ordre qui va contre la volonté de la majorité de la population. Ces dernières semaines, nous avons vu, par exemple, ce qui a été fait au nom de faire avancer la démocratie libérale. Nous avons tourné le dos à ce qui était envisagé pour une hégémonie libérale dans les années 90. Nous le voyons en Palestine où nous sommes devenus complicites dans le génocide ou dans la caution du génocide. Nous avons contribué au renversement d'Assad avec Assad en Syrie et l'arrivée au pouvoir du HTC. Nous avons contribué à frauder les élections en Moldavie et à retourner les résultats électoraux en Géorgie. En Roumanie, c'est aussi un résultat de la politique occidentale où nous avons vu le soutien pour un candidat qui voulait mettre fin à la guerre en Ukraine et rétablir de bonnes relations avec la Russie. Nous avons vu aussi que ces forces veulent poursuivre la guerre avec la Russie et en cas de guerre nucléaire, il y aurait un génocide immense. Il y a aussi des mises en garde de ceux qui disent qu'il n'y a plus de dissuasion nucléaire, il n'y a qu'un vide nucléaire. Qu'en cas d'utilisation d'armes nucléaires, la Russie répondrait de la même façon. C'est une notion absurde parce que si les gouvernements russes ou chinois avaient renversé le gouvernement au Mexique pour pouvoir lancer des missiles contre les États-Unis, personne n'aurait dit que les États-Unis ne devaient réagir à cela, mais devaient simplement céder au chantage.
Et nous ne pouvons pas non plus discuter de la sécurité russe ou chinoise, comme on le voit dans les médias. Maintenant, nous pensons que la guerre est justifiée et que les pays ont des soucis légitimes de sécurité. Nous n'en tenons pas compte. Encore une fois, ça pose la question de quel peut être le plan maintenant pour réaliser les objectifs occidentaux, parce que le pouvoir est concentré en Occident, le PIB, les technologies, les transports sont concentrés dans l'Ouest et la politique étrangère principale de la Russie et de la Chine a été de se rapprocher le plus entre elles. Et on ne pouvait pas établir une paix durable à l'époque et ce sera encore moins possible aujourd'hui. L'endiguement n'a jamais marché, que ce soit pendant la guerre froide ou maintenant. Et maintenant, nous voyons que les BRICS dépassent les G7 et qu'on peut prévoir que l'hégémonie occidentale sera épuisée en termes de ressources, en termes de pouvoir d'infrastructures douces. Et nous avons incité d'autres pays, comme dans les BRICS, à bâtir les infrastructures de pointe pour faire concurrence à l'Ouest. Donc, nous allons dans le sens d'une multipolarité. C'est la réalité, qu'on soit pour ou contre. Mais nous, on n'en parle pas. On parle de la Russie comme ne plus étant une grande puissance. Et on pense pouvoir détruire la Chine avec nos ressources. Mais personne n'a vraiment esquissé comment rétablir cette hégémonie. Et pour finir, on peut dire que ces dernières années, ces dernières décennies, euh, si la tentative de rétablir l'hégémonie se poursuit, on peut prévoir le pire. Donc, je propose de revoir certaines décisions prises dans les années 90, notamment l'hégémonie libérale pour élever les valeurs occidentales et qu'on se demande sérieusement si cela a réussi ou si on n'a pas fait plus de mal que de bien. Et euh, qu'on se décide à faire face à cette réalité, à en faire les changements que cela appelle. Les gens sont épuisés maintenant. On voit qu'il y a un manque de sens commun de l'humanité. C'est évident aussi au niveau de la diplomatie. Nos dirigeants ont des crises d'honnêteté et pourtant les dirigeants politiques semblent ne pas vouloir renverser le cours des choses. Donc, quand je vois Trump qui parle en ce moment, je sais qu'on nous dit qu'il faut être horrifié et j'ai plusieurs choses à revoir contre lui. Mais quand il dit que peut-être qu'on n'aurait pas dû élargir l'OTAN, que c'est peut-être cela qui a causé la guerre en Ukraine, je pense que, à mon avis, c'est le premier pas vers la paix et qu'il faut commencer effectivement à tenir compte des soucis sécuritaires de la Russie. Donc, pour moi, euh, je, je veux bien lui donner même le Groenland si cela permettra de mettre fin à la guerre en Ukraine. Voilà une déclaration, mais je suis d'accord. C'est aussi ma réaction de temps en temps. Non, on peut se plaindre jusqu'à l'éternité à propos de chaque président, mais la différence, c'est qu'est-ce que nous allons faire pour le changer. Il existe des ouvertures. euh,
des gens qui sont dans les mouvements de la paix au niveau mondial et je pense que c'est effectivement très important de penser à comment façonner l'avenir au lieu de s'en plaindre. Donc, merci beaucoup, Glenn Deason. Maintenant, je vais demander à Mimi Syed, un médecin dans les soins d'urgence a été de retour à Gaza. Elle a été à Washington la semaine dernière pour faire du lobbying auprès du Congrès, pour rencontrer des élus nationaux. Oh, la ligne a été coupée. Je n'entends plus rien. Ah oui, effectivement, ce semble être un... Mais je pense qu'elle disait que le docteur Syed a la parole. Oui, je suis le docteur Mimi Syed, médecin américain. Je viens de retourner de ma deuxième mission à Gaza. Je parle aujourd'hui en tant que membre de l'Association des médecins unis. Je suis aussi mère de famille. Mon cœur est lourd de tout ce que j'ai vu, euh, de tout ce que les enfants ont dû endurer. Nous avons témoigné des actes incroyables de violence contre les enfants qui vont à l'encontre de toutes les valeurs que j'ai apprises en grandissant aux États-Unis. Et je suis horrifiée de voir que mon argent de contribuable sert à faciliter ce génocide d'enfants. J'ai vu un petit garçon d'11 ans à Gaza qui jouait en dehors de sa tente dans une zone humanitaire. Sa tente a été bombardée par les forces israéliennes et son visage a été complètement effacé, il n'était plus là. J'ai dû le ressusciter et j'ai vu à cette époque-là l'ironie. Cette petite enfant portait un t-shirt de Capitaine America. Et je lui tenais la main. J'avais peur pour ma propre vie, mais je le faisais le mieux que je pouvais pour sauver la vie. Mais je savais que c'était une promesse vide. J'ai vu cas après cas de civils qui se faisaient massacrer. Une jeune femme qui dormait avec ses enfants dans une tente, elle a été livrée à l'hôpital pour apprendre au moment de revenir à la conscience que ses 3 enfants étaient morts. Comme mère d'enfant moi-même, je refuse d'être complice de ce cycle de violence à Gaza en restant silencieuse. J'ai vu des mères qui devaient nourrir leurs enfants avec de l'eau sucrée parce qu'il n'y avait rien d'autre. Nous devons nous éloigner de cette rhétorique selon laquelle Israël essaye de minimiser les dégâts aux civils. Ce n'est pas vrai. Les exemples que j'ai évoqués ne sont que des cas parmi des milliers, pendant des dizaines de milliers. Nous devons nous demander quel genre d'avenir, quel genre de legs nous voulons laisser à nos enfants. Serons-nous la génération qui a laissé faire des crimes de génocide avec notre argent de contribuable? Nous avons tous une responsabilité globale en tant que citoyens et nous devons nous battre pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Merci beaucoup, le docteur Mimi Sayed. Et je m'excuse, j'ai eu un petit problème de connexion à Internet. C'est un problème qui m'arrive quelquefois. Et je veux remercier cette organisation Médecins contre le génocide pour tout ce qu'ils font euh, pour arrêter le génocide. Je voulais demander aussi à la docteure Jocelyne Elders. Jocelyn Elders, médecin, est-ce qu'elle est avec nous?
médecin en retraite. Est-ce qu'on l'entend? Merci d'abord pour tenir cette réunion et pour vous intéresser à ce problème de génocide euh, qui est le résultat de la guerre et se dirige contre les enfants. Nous savons qu'il existe des guerres entre puissances majeures, mais souvent nous négligeons de considérer le prix que doivent payer les enfants pour cela et que nous ne préparons pas les prochaines générations pour ce que nous voulons nous-mêmes. Nous ne les préparons pas. Et ce n'est pas notre souci principal, c'est une erreur. Nous sommes tous responsables du sort des enfants. Nous devons tous aller travailler pour s'assurer qu'ils grandissent en bonne santé, qu'ils aient de l'espoir pour l'avenir. Mais ce que nous faisons, c'est le contraire. Et je veux travailler dur avec le gouvernement euh, américain, mais avec ces organisations de médecins aussi, pour faire en sorte que nous faisions le nécessaire face à ce que nous voyons en Ukraine, à Gaza et dans tous les autres foyers de crise en Afrique. Nous en sommes malades à le voir parce que nous ne préparons pas les générations futures pour pour ce qu'elles doivent faire et connaître. Et tant que nous ne nous intéressons pas à ce sujet, ce sera l'échec. Et je pense vraiment que Helga et l'Institut Schiller, je pense que ces médecins contre le génocide et les autres médecins et tous les autres groupes qui s'efforcent de faire protéger le sort de notre avenir, mais bien au-delà de notre monde. Nous sommes tous dans le même monde. Nous sommes responsables de ce qui se passe partout dans le monde parce qu'il y aura des répercussions forcément partout dans le monde. Donc, je veux remercier ce groupe de se réunir, de faire tout en son possible pour faire une différence. Je ne suis pas sur le terrain, je suis en retraite, mais j'essaie de faire tout ce que je peux pour arrêter cela. Chacun, quelle que soit sa position, peut faire quelque chose pour améliorer les choses. Merci, Dr. Elder. C'est l'ancienne responsable de la santé du président des États-Unis. Je sais que Dana Speed a voulu dire quelques mots avant que le Dr. Elders doit nous quitter. Oui, le docteur Elders est la première Afro-Américaine à devenir responsable de la santé des États-Unis. Cela a créé une grande controverse à l'époque. Elle a travaillé, elle a collaboré avec l'Institut Schiller aussi sur différentes initiatives qu'Helga Zepp-Larouche peut décrire aussi. Mais au moment du COVID-19, Helga tenait à créer un groupe de personnes autour du monde
qui pouvait répondre à la crise et le Dr. Elders a fait partie de cette équipe. Et j'ajoute que le Dr. Perlmutter voulait nous rejoindre aujourd'hui, mais il est à Gaza, donc il ne peut pas être avec nous. Il se trouve qu'il est juif et il y a certaines personnes au Congrès américain euh, qui veulent qu'il témoigne aussi sur place. Et je veux que le docteur Elders sache que cela se passe dans les coulisses aussi chez nous. Nous allons faire tout ce que nous pouvons, dit le docteur Elders, pour changer les choses. Le Congrès afro-américain, euh, nous avons écrit un président, au président pour lui suggérer le président de cette association afro-américaine pour qu'il s'occupe de cette question. Helga dit merci, je suis très heureuse d'entendre votre voix, ce que vous avez fait en faveur du comité pour la coïncidence des opposés était très important. Pour ceux qui ne connaissent pas cette initiative, j'explique qu'au moment de l'éclatement de la crise de COVID, j'étais très préoccupée par le fait qu'il n'existait pas de système de santé dans plusieurs parties du globe. Et donc, je cherchais du soutien de la part de médecins et d'autres professionnels de la santé qui voulaient aider à créer un système de santé décent dans tous les pays du monde. Et ce faisant, il y avait plusieurs autres initiatives qui en sont nées. Ce comité de la coïncidence des opposés est un concept très important qui vient de Nicolas de Cuse du XVe siècle, qui était le père du système représentatif de gouvernement. Et il avait développé cette idée que l'esprit humain est toujours capable de définir ou de trouver une solution à un niveau plus élevé qu'au niveau où le problème s'est posé et que le 1 est plus puissant que le multiple et qu'en fin de compte, il y aura une coïncidence entre ce qui paraît être opposé. Et avec la coalition internationale de la paix, c'est le même concept qui est en jeu, que dès qu'on donne la priorité à la seule et unique humanité, on voit comment résoudre les conflits entre les différentes parties en les subsumant. Et c'est dès lors qu'on a la mentalité ou le point de vue mental nécessaire pour trouver des solutions. Merci, Dr. Elders. Dr. Elders, merci beaucoup. Continuez votre bon travail et j'assisterai, j'aiderai à chaque fois possible. Par rapport à ce que disait le colonel Bossard, je dirais que Trump n'aura que peu de temps pour remédier à ce qui se passe actuellement, notamment au Proche-Orient, parce que s'il ne le fait pas rapidement, il n'aura pas la possibilité de dire que c'est tout est la faute de l'administration Biden. Mais je pense que cela s'applique à l'ensemble de l'Occident. Par rapport à beaucoup de pays dans le Sud global, l'Ouest est déjà un monstre. Et beaucoup qui voient le fait qu'on cautionne ce qui se passe à Gaza, ils voient que l'Occident a perdu le droit de parler des droits de l'homme et d'autres valeurs, que l'Occident est considéré comme
les vestiges d'une civilisation en agonie. Et on peut y remédier en retournant à nos meilleures traditions que nous avons tous, mais nous avons perdu le bon chemin. Et en Syrie, à Gaza et dans d'autres endroits, c'est pour notre propre humanité que nous devons nous battre et pas seulement pour les autres qui y habitent. Merci beaucoup, Dianastasia, Dr. Elder, Selga et le Dr. Syed. Nous avons encore un intervenant, mais si des autres orateurs veulent intervenir, ils peuvent y aller. Monsieur Bossard. Par rapport à ce qu'a dit El Gazep Larouche, par rapport au global leadership que veut jouer les États-Unis, cela nécessite ou alors plutôt qu'il y ait une alternative à cela, cela nécessite d'avoir des solutions, mais nous ne les avons pas. Nous parlons de, de dissuasion nucléaire, de termes comme cela, mais cela ne convainc pas le Sud global. Non, il parle des États-Unis qui, au contraire, font des menaces au reste du monde et veulent garder leur hégémonie, mais le pays du Sud n'accepte pas et ne sont pas convaincus donc de ce leadership global que veut jouer les États-Unis. Le Sud global donc n'accepte pas cela. Merci, merci, colonel Bossard, pour votre commentaire. J'aimerais retourner à notre ordre du jour. Nous avons un intervenant supplémentaire, puis nous aurons ensuite la discussion ouverte où vous pourrez intervenir, vous pourrez lever la main et prendre la parole, 3 minutes chacun. Donc maintenant, nous allons donner la parole à Dr Rodolfo Ondorza. Et donc, c'est un éminent neurochirurgien et l'un des plus importants neurochirurgiens de Mexico. C'est un activiste politique de longue date, ancien membre de l'Assemblée législative de la ville de Mexico City. C'est l'un des membres fondateurs, donc des législateurs contre la guerre nucléaire. C'est l'un des groupes principaux importants qui a été à l'origine donc de cette coalition internationale pour la paix. Il a écrit par rapport au docteur Abou Safir pour soutenir cet appel à arrêter le génocide à Gaza. Merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est à vous. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous, nous sommes très consternés de ce qui se passe au niveau international, particulièrement ce qui se passe à Gaza. Et il y a une carte où il y a une note de, de l'Institut Schiller. Ça donnait les volontés d'un docteur. Cela dit, docteur Massan Habuzafid, il a, il a décidé d'aller vers les tanks israéliens avec son vêtement de docteur. Et qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans l'esprit du docteur
quand il marchait dans les ruines à Gaza pendant sa marche solitaire en direction des armes qui étaient pointées sur lui, menaçant sa vie. Et donc, il y a, il y a, il y a un comportement incroyable des envahisseurs. Et, et donc, aujourd'hui, il y a vraiment Bassam Safid est vraiment très courageux. Personne n'est obligé de faire plus que ce qu'il a à faire, mais en tout cas, il a fait quelque chose de très courageux. Docteur Abu Safid ayant allé en direction de deux véhicules armés de ces tanks de guerre parmi les ruines d'une ville perdue et dans lesquels gisaient les corps d'enfants et de femmes. Il a fait ça pour défendre son hôpital. Et vraiment, c'est incroyable. Ça nous pousse à réfléchir aux actions futures pour l'espèce humaine. La phrase, donc, c'est personne n'est obligé de faire plus que ce qui est possible, mais en un certain sens, c'est une phrase pour aller dans la médiocrité, dans le conformisme, pour accepter la négligence qui est là aujourd'hui. Mais ce n'est clairement pas une phrase à être suivie par le docteur Abu Safid. Des gens comme le docteur Abu Safid ont clairement ont une structure mentale très forte, des structures importantes. Et son intelligence émotionnelle doit être très développée et mature et une action solitaire comme il a mené, faisant face à l'ennemi, montrant ses mains vides. Cela montre son grand sens d'empathie, de solidarité, faisant face à la mort de cette façon, nécessite un grand amour de la vie. La communauté globale médicale mondiale a appelé un grand appel contre avoir arrêté le génocide et l'attaque sur le système médical à l'arrêté et il a demandé la libération directe du docteur Hassan Abu Saïd et pour libérer les autres otages. Et c'est un défenseur des droits humains et il a été injustement détenu. Il est temps pour à la fois les civils et pour la communauté médicale internationale de se lever et de demander un cessez-le-feu immédiat. Faisons le maximum de notre capacité pour faire face à ceux qui souffrent, nos frères palestiniens, nos frères et sœurs palestiniens. Soutenez les docteurs, sauvons, sauvons leur vie. Je suis en solidarité totale avec le peuple palestinien et les docteurs héroïques. Nous devons être héroïques pour laisser rester debout avec les Palestiniens. Longue vie à la Palestine. Merci. Merci beaucoup, docteur Rodolfo Andarsa, pour les docteurs contre le génocide. Docteurs Against Genocide seront forcément très heureux d'être en contact avec vous si vous n'êtes déjà pas déjà membre de ce mouvement. Ils ont de nombreuses initiatives. Et pour ajouter à cela, nous avons créé un groupe Signal de la Coalition pour la paix sur cette initiative euh, par rapport à Gaza, par rapport aux docteurs qui défendent Gaza et, et par rapport à Gaza en général, eh bien, il est possible de rejoindre ce groupe. Donc, c'est en anglais, mais donc elle va mettre le lien si les gens veulent participer, rejoindre ce groupe sur Signal. Elle l'a mis, donc, le lien. Donc, avant que nous passions à la discussion ouverte. Elle est juste en train d'expliquer aux gens qui suivent sur YouTube en direct, eh bien, ils doivent s'inscrire pour recevoir le lien pour participer par Zoom à la discussion. Et donc, vous pouvez, pour être tenu au courant de tout ce que fait la Coalition internationale pour la paix, vous pouvez aller sur le site de l'Institut Schiller et laisser vos coordonnées si ce n'est pas déjà, si vous n'êtes pas déjà en contact.